présente Marine. Elle va nous parler de son quart d'heure américain, qui a été plus long qu'un petit quart d'heure. Tu vas tout me raconter, je te laisse faire. Bah oui. Vas-y. Donc bonsoir, je suis Marine. Je suis web designer ou slash graphiste. Je connais pas trop la différence, mais c'est pas grave. Je suis chargée des relations commerciales pour Agence Me. Donc Agence Me, on est une agence de création de sites internet, applications iPad, iPhone. On est au deuxième étage ici, si vous voulez bien me voir. Nous, on a eu la chance de pouvoir travailler un petit peu avec les États-Unis, et particulièrement avec San Francisco, parce que donc Bart, qui est ici présent, il est embauché lead designer d'une start-up à San Francisco. Et puis on a la chance aussi d'avoir quelques clients qui sont aux États-Unis. Du coup, on y va de temps en temps pour des sprints et pour les rencontrer. Donc du coup, je vais vous faire un petit retour sur l'expérience américaine qu'on a eue. Mais je ne vais pas trop vous parler d'outils, web design et de code, etc. Je vais vous parler plutôt de l'environnement de travail et des méthodes de travail qui nous ont frappés par leur efficacité dans le web. J'appuie là. Voilà. Je pense que pour les personnes qui sont en freelance, comme nous, vous avez dû commencer par travailler de chez vous. Donc c'était un petit peu le problème au début. Donc moi, pendant 2 ans, je travaillais de chez moi. Donc du coup, je me levais à n'importe quelle heure, je faisais moi-même mon planning, mes horaires, etc. Je pouvais travailler en pyjama si j'avais envie. Donc il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que on fait ce qu'on veut. Les inconvénients, c'est que très vite, on n'a plus trop de lien social. Et puis on peut vite finir comme ce gentil monsieur, comme tel un ermite au fond de sa grotte. Donc j'espère qu'il n'est pas ici, je pense pas, ça devrait aller. Et du coup, voilà. Donc il y a des solutions pour travailler, pour arrêter de travailler de chez soi. Donc il y a le louer des bureaux, comme ici c'est Monopolis, donc c'est ce qu'on a fait nous. Et puis il y a le coworking. Donc moi je ne connaissais pas le coworking avant de partir aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc nous c'est vraiment en partant là-bas qu'on a découvert ça. On cherchait un endroit pour se connecter, en Wi-Fi, etc. sans que ce soit au McDo. Et puis au final, en se promenant en centre-ville, on a croisé quand même à chaque coin de rue des espèces de cafés, d'énormes cafés avec des ordi ouverts de partout. Donc, on est rentré dans l'un d'entre eux et on a découvert celui-ci, le Capital One. Donc on est rentré et puis on s'est installé. Alors, l'idée c'était pas seulement de trouver un endroit pour travailler, mais dans nos métiers de développeurs, chefs de projet, consultants, web designers, ce qui fait la force de notre activité et ce qui accroît notre activité principalement, c'est le réseau. C'est notre réputation, donc le réseau c'était hyper important. Et je crois que le coworking, ça répond, c'est l'atout principal du coworking, c'est quand même le réseau. Donc par exemple, moi il m'est arrivé, c'est un cas concret, donc dans ce même coworking, j'étais sur Photoshop, et puis j'ai une personne qui est venue me voir, qui m'a dit écoute, je vois que tu es sur Photoshop, moi j'ai un projet d'application iPhone, on échange les cartes, ok, d'accord, on échange les cartes, ça a pris 5 minutes, ça a conclu, on a fait un contrat, on a fini le projet, etc. Donc 5 minutes pour avoir un client, nous on est arrivé là-dedans, on s'est dit mais c'est quoi, c'est un truc de malade, quoi. En France ça n'existe pas, quoi. Bon, ok, deuxième fois, nous on parlait français entre nous, donc une fois il y a un Français qui est venu nous voir, qui nous a dit ouais je vois que vous êtes français et tout. Notre bureau est juste à côté, nouvelle application, venez nous voir, on a besoin de quelqu'un et tout. On est monté, et c'était vraiment à côté, et en fait c'était le bureau de Carlos Diaz, donc Carlos Diaz qui est le fondateur du mouvement des pigeons, et fondateur de plein d'autres choses aussi. Et du coup, là pour nous c'était donc c'était vraiment un accomplissement, on s'est dit bon bah c'est dingue, il faut rester là tous les jours, il faut qu'on aille bosser là-dedans. Donc il y a un vrai avantage à travailler là-dedans, donc ça commence à arriver un petit peu en France. Il y en a quand même beaucoup à Paris, Paris, Lille, Lyon, Marseille, etc. Donc si vous êtes de passage à Paris, moi je vous en conseille 2. Il y en a un qui s'appelle le Coworkshop, qui est près du canal Saint-Martin, qui est très axé travail, il n'y a pas de musique, hein, le style est hyper sympa. Vous allez rencontrer plein de gens avec des étiquettes, développeurs, etc. Et là, on paye au temps passé et plus à la consommation. Donc il y a un système de café été à volonté et vous pouvez payer à l'heure, à la semaine ou au mois si vous souhaitez être résident. Il y a l'Anti-Café qui est à côté du centre Pompidou à Beaubourg, qui lui est aussi destiné pour les travailleurs en freelance.
mais également pour ceux qui ont juste envie de lire un bouquin ou rencontrer des gens célibataires. Donc voilà. Alors ça peut paraître un peu à l'arrache comme ça le coworking quand on ne connaît pas, mais il y a des outils, des vrais outils, hein, qui aident à structurer un peu le cadre de travail et le cadre de vie. Et ça c'est quelque chose aussi qu'on a trouvé là-bas en travaillant pour Xola. Ça s'appelle le 15-5. Donc le 15-5 c'est 15 minutes à faire, 5 minutes à lire. Donc en fait c'est un mail. Donc c'est pas du tout innovant dans le principe. Mais en fait si, parce que l'idée c'est d'envoyer à son équipe, aux gens avec qui on travaille, parfois nous on travaille avec des Parisiens, on les voit pas tous les jours, donc pour nous c'est hyper efficace. Voilà, hier j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai ça à faire, j'ai besoin de telle et telle personne pour m'aider à le faire, et il y a une petite touche de morale à la fin. Donc il y a deux avantages à ça. Il y a un, de se faire une to-do list. Alors, en soi on pourrait le faire sur un papier, hein, ça prend 2 minutes, mais le fait de l'écrire et de le partager, bah, finalement ça pousse à atteindre ses objectifs, et puis ça montre qu'on ne passe pas la journée sur Twitter non plus. Le deuxième objectif, c'est donc de partager, de savoir ce que les autres font. On n'est pas à côté d'eux, donc c'est intéressant de savoir le développeur, il est sur je sais pas quoi toute la journée. La petite touche morale, elle paraît anecdotique, mais en fait elle est hyper intéressante. Nous on travaille sur des ordis, c'est dans le web, on est sur un ordi, devant un écran toute la journée. La petite touche morale, elle se permet d'humaniser, elle fédère un peu le groupe. Donc elle permet de partager une bonne nouvelle, elle est motivante ou démotivante selon la personne. Donc voilà, donc nous ça nous a bien aidé, on l'a ramené tout de suite et on l'utilise tous les jours. Donc ça c'est un des outils qu'on a remarqué là-bas. Autre chose, il y a l'importance du off. Donc le off c'est pas forcément 4 mois de vacances à l'année. En fait, aux États-Unis, ça se présente comme ça. En fait, régulièrement, ils organisent des week-ends, mais intra-équipe. Donc c'est du off-pro, c'est pas du off-privé. Donc ils vont faire des week-ends sportifs, ski, rando, plein de choses. Et donc c'est vraiment bien parce qu'en fait, ça permet de partager du temps avec ses collègues en dehors du travail. Ça permet de prendre du recul sur son travail. Et finalement, quand on arrive le lundi matin au bureau et qu'on recroise, qu'on bosse avec les gens avec qui on a fait du ski le week-end, on a une espèce de conscience professionnelle et on se dit, voilà, il y a un lien affectif qui s'est installé et voilà, une espèce de conscience professionnelle qui se dit qu'on doit atteindre ses objectifs et c'est motivant et c'est efficace, je pense, dans le travail. De manière plus microéconomique, et j'ai un exemple après concret, et c'est incroyable, ça c'est vraiment un truc qui nous a frappé, c'est que dans tous les open space qu'on a vus, on en a vu quelques-uns, il y a des bureaux et à côté du bureau, il y a des tables de ping-pong, il y a des billards, il y a plein de jeux. Alors, en soi, c'est pas parce qu'il y a une table de ping-pong qu'on a envie de taper dans la balle, mais finalement, on se dit, voilà, on est toute la journée dans son truc. Bon, aux États-Unis, il y a moins de fumeurs qu'en France. Donc en France, on est dans les saluer une clope. Là, eux, c'est, voilà, moi je suis saoulée du travail, j'en peux plus, j'ai besoin de prendre du recul. Je vais pendant 1 heure, je vais taper dans la balle avec mon collègue. Finalement, on peut même se parler du taf en même temps, c'est challengeant, et puis ça permet de prendre du recul sur le boulot et d'être un peu plus créatif peut-être quand on revient. Alors finalement, c'est pas que fun, je pense qu'il y a un petit côté hypocrite aux États-Unis dans le sens où c'est un peu la carotte au bout du bâton, c'est-à-dire que je te mets joujou devant les yeux et si tu fais bien tes lignes de code, je te donnerai le joujou. Ça légitime un petit peu les 50 heures de travail par semaine. Donc c'est complètement différent avec la France. Mais finalement ça fonctionne. Donc, et ça donne envie de bosser. Le cas concret qu'on a vu, nous, c'était Facebook. On a eu la chance de rentrer dans les locaux. Donc Facebook, c'est un vrai village. Tout est gratuit à l'intérieur. Ça, c'était aussi choquant au début. C'est que nourriture, boisson, restaurant, on y va juste avec son badge et tout est gratuit. Il y a des distributeurs d'ordinateurs, des distributeurs de chargeurs, des distributeurs d'écouteurs. Bon, ça c'est payant, ça c'est pas gratuit. Mais voilà, donc il y a vraiment un esprit famille. C'est la famille, la team c'est la famille. Donc il y a une vraie culture de la team qu'il n'y a pas ici et qui apparaît finalement hyper efficace. C'est pareil, un exemple, on avait vu une espèce de box vitrée dans Facebook avec une femme qui était sur un tapis course. Et elle avait un support pour mettre son ordinateur, donc en même temps qu'elle marchait, elle bossait sur son ordinateur. Donc voilà. Nous, on s'est dit, bon, voilà, il n'y a qu'ici, il n'y a que là-bas que ça peut exister, quoi. Et donc
Donc on s'est dit, voilà, en France, on a envie de trouver des endroits comme ça, parce que finalement, c'est motivant, c'est efficace, ça s'avère efficace là-bas, pourquoi pas ici. Il y a un autre élément dont je voulais parler, c'est Dribbble. Donc ça, c'est... donc là, j'ai parlé des outils, des méthodes qu'on peut utiliser chacun d'entre nous dans nos métiers respectifs. Là, c'est plus pour les designers, web designers. Dribbble, je ne sais pas si des gens connaissent. Ouais. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site vitrine. C'est un portfolio géant de web designers. Donc les plus grands web designers, ils sont... les designers d'Instagram, Facebook, Twitter, tout le monde est dessus. Donc si un client a une idée, a un projet de start-up, il a juste à aller sur ce site. Chaque designer a un profil avec des shots, qui fait des screenshots des travaux qu'il a fait auparavant. Donc l'idée c'est que ce soit un peu sympa, un peu à l'Instagram, donc un peu stylé, avec une petite description américaine. Et il y a un système de follow, de like et de nombre de vues au shot. Et du coup, plus il y a de likes, plus il y a de nombre de vues, plus il y a de followers et plus il y a de clients. Parce qu'en fait, il y a un petit bouton qui s'appelle Hire Me. Et si je suis client, j'ai juste à cliquer là-dessus, à envoyer un petit mail à Barthélémy et puis lui dire mon projet. Et puis voilà, on se répond et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous, Dribbble, c'est 80% de notre clientèle. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on a beaucoup de clients aux États-Unis. Et c'est la raison aussi pour laquelle on y va régulièrement. On a eu la chance d'aller sur ce site et de le découvrir surtout. Et donc 80% de la clientèle, c'est pas négligeable. Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin, on a la chance, pour l'instant, de ne pas aller vers les clients. C'est les clients qui vont vers nous. Et pour l'instant, on refuse parce qu'on n'a pas le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à arriver en Europe. Je pense que les gens commencent à connaître un petit peu Dribbble. Aux États-Unis, tout le monde connaît, c'est la référence. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on a souhaité partager avec vous. Du coup, je vais conclure en disant que il y a une réelle différence qui est politique de toute façon entre les États-Unis et la France. C'est pas négligé, c'est clair. C'est ultra-libéral, nous c'est complètement différent, donc je ne dis pas que les États-Unis c'est mieux là-bas. Mais en tout cas, là-bas, il y a des outils et des méthodes qui fonctionnent, qui pourraient fonctionner ici. Je pense qu'il y a des choses qui sont à importer ici et des choses que nous, on utilise maintenant aujourd'hui ici. Donc, je voudrais juste ouvrir le débat sur, à votre avis, est-il possible à l'heure actuelle d'importer les méthodes de travail américaines en France? Et si, selon vous, est-ce qu'elles pourraient être aussi productives en France qu'elles le sont aux États-Unis? Carrément. Allez. Je sais pas, mais pourquoi pas en parler? Je sais pas, j'ai 10 minutes, non? Ça va, t'as pris, on a D'accord. Oui? Est-ce que certaines méthodes, en fait, ne découlent pas justement d'une masse monétaire suffisante? D'une masse monétaire? Par exemple, Facebook, ouais. Effectivement, ils peuvent faire du soda gratos, tout ce qu'ils veulent, gratos, et puis plein de choses à disposition de leurs employés. Ils ont le pognon. Sûr. Il y a encore des gens qui, en plus, remettent du pognon. En France, je sais pas, une table de ping-pong, ça coûte 50 €. Non, mais je sais pas, je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. par rapport à l'espace. Regarde. Si tu mets 10 développeurs dans un open space, il faut 3 à 4 tables de ping-pong. C'est sûr. Ça fait de la place. Après, je pense que il y a une histoire de mentalité qui est certaine. Il y a un manque de pognon ici, c'est sûr. Après, là-bas c'est gratuit, mais certainement qu'ils doivent... la location doit être un peu plus chère, ça doit être déduit du salaire, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Mais je pense qu'ici en France, je pense qu'on est peut-être un peu fermé et qu'on pense budget, alors que finalement parfois on met du budget dans des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, qu'on pourrait mettre ailleurs et qui peuvent être plus efficaces dans la productivité que... j'en sais rien, enfin voilà, non mais j'ai pas de chiffres, j'ai pas tout ça, mais pourquoi pas. Après il y a une vraie différence de budget, une vraie différence politique. J'ai une question, toi tu t'es installé ici depuis quoi, 6 mois à Salinopolis? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ce que tu as vu aux États-Unis? On devait avoir une table de ping-pong, on a négocié avec l'ancien directeur de Salinopolis, ouais. Il est parti, et on n'a pas eu notre table de ping-pong. Il est parti avec, ça va. Qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Moi je pense que Salinopolis, il y avait un vrai... nous on l'a cherché en fait cet endroit-là, à Rouen, on l'a pas trouvé. Donc on a entendu parler d'ici, on s'est dit on va y aller, ça va être génial, il va y avoir plein de choses et tout. Je pense que l'argent qu'ils ont mis dans les cloisons, par exemple, ils auraient pu les mettre ailleurs. Là, ici, à la place,
il y a des plateaux, il y a je sais pas combien de mètres carrés par plateau. Donc après, je juge pas, c'est très bien, moi je suis très content d'être ici. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore en fait. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être exploitées, qui ne sont pas encore exploitées, et de l'argent qui peut être mis dans des choses. Là, la place de la cantine, je trouve que par exemple, par rapport au nombre de personnes qui y a à Sénéopolis, ça aurait pu faire le double, quoi. Alors peut-être que ça a été mal agencé, j'en sais rien, moi je suis pas architecte. Hein, mais Tu sais qu'il y a Sénéopolis qui organise, non, comment ça, bref, qui gère une cantine numérique à côté, donc un espace de coworking. C'est Dorali, ça. On peut voir ça avec Dorali, d'ailleurs, s'il y a des freelances ce soir qui sont intéressés. J'allais le dire justement, qu'on est en train de travailler à l'aménagement d'un espace de coworking que vous verrez quand vous sortez. Laissez-nous encore quelques semaines le temps d'accrocher 2-3 cadres, et de toute façon je pense qu'on a les emails de tout le monde, donc on se fera un plaisir de vous envoyer une info là-dessus. Donc ça c'est cool. Et il y aura du café gratuit. Je confirme, ouais. C'est tout. Oui. Et sur le principe des open space, est-ce que ça marche surtout parce qu'on a des groupes de personnes qui vont avoir à peu près le même rythme de travail, les mêmes fréquences de pic d'activité. Moi, par exemple, je parle de ma paroisse, je suis dans une administration. Déjà, imaginez une table de ping-pong dans une administration pour que les employés s'amusent. Quand bien même la productivité serait au top, Ça dépend à quelle heure il termine, si ça finit à 4h30, c'est vrai que ça ne changera rien. Si vous avez une personne qui vient et qui voit une table de ping-pong et des personnes en train de ping-pong, forcément. c'est sûr. Et ensuite, moi je suis dans un service communication où il y a plein de métiers différents. Il y a des métiers de journaliste, de secrétaire de rédaction, de rédacteur en chef, de graphiste. Moi je suis webmaster. À côté il y a des chargés de communication. Tout ce petit monde-là en fait travaille à des rythmes complètement différents. Oui. C'est-à-dire que quand le journaliste se tourne les pouces, en fait la secrétaire de rédaction, elle est en train de turbiner. Et à l'inverse. Quand elle se tourne les pouces, le journaliste, il ne faut pas lui parler, il faut qu'il puisse rester dans sa vie. Donc ils ont besoin d'être isolés, quoi. Aussi. Tout ce principe d'open space, au contraire, ça me pose plus de problèmes. D'autant que quand vous avez des collègues qui ont des caractères un petit peu antagonistes, peut-être mieux justement pouvoir les séparer et mettre dans des bureaux à part si on veut éviter d'avoir un autre. C'est vrai. Ouais, mais justement, si tu fais ça, vous connaissez ça sur les choses, nous justement, tout le monde s'entend bien dans le web parce que le patron organise souvent soit des week-ends sportifs, soit des repas où tout le monde se voit, tout le monde discute. Donc tous les problèmes qu'on a au boulot, même si on ne se pas n'importe quoi, on a un problème sur un projet, ça passe à la trappe, on pense à autre chose, et revenir le lendemain, c'est bête, mais ça va vite. Mais justement, tu dis que faudrait séparer les personnes qui ne sont pas, les personnes qui ne travaillent pas au même rythme. La population qui est dans ta boîte. Elle est de quel âge, de quel type, de quelle provenance? On a 50, 40, des jeunes, des tout nouveaux stagiaires, des clients de tous les âges. Comment ça se passe mal? Ping-pong. Non, il n'y a pas la place, on a qu'une table, on va pas en faire. C'est des rings de boxe. Il y a des personnes, quoi que tu fasses, qui ne peuvent pas s'entendre. C'est peut-être un problème de l'administration, ça, mais c'est une autre discussion. Oui, ça c'est un autre Ouais, alors après, si c'est pas mal. Là, moi je parle du web. Hein. Oui. Mais après, effectivement, l'administration, c'est encore. Et l'administration française, c'est encore autre chose. Mais je pense que ça ne. Comme je pense que tu as raison, ça ne doit pas s'adapter à tous les corps de métier, à toutes les activités. Je pense que nous, dans nos métiers, dans le web, ça doit interagir comme ça en open space. Je pense que c'est plus facile à installer en tout cas que dans une administration, dans une banque, dans une... Mais bon, dans ce genre de métier-là, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend des secteurs. Est-ce que tu pourrais parler des sprints? Tout à l'heure, tu parlais des sprints pour du travail. Ouais. Les sprints, en fait, ça, c'est la demande des clients. C'est arrivé qu'on nous dise, bah voilà, il y en a qui sont pour travailler à distance du début à la fin du projet. Il y en a pour qui c'est facile.
Il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué, ils ont besoin qu'on soit à côté d'eux 15 jours, un mois, et qu'on mette les bases ensemble, et qu'ils soient derrière pour regarder ce qu'on fait, comment on travaille. Client et prestataire. Client-prestataire, donc ça veut dire... Pendant une durée Ouais. courte, mais intense. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est ça. Donc nous, ça nous est arrivé, on est allé... donc ils nous ont accueillis, ils nous ont dit, bah voilà, on a de la place pour 2 personnes, venez pendant un mois, pas de problème. Puis voilà, c'était la contrainte du client. En même temps, c'est bien parce que nous, ça nous fait partir. Et puis en même temps, ça permet de rencontrer le client. Il y a un côté quand même plus humain, plus Ça revient à facile à déménager travailler. temporairement chez le client, Ouais. le temps du projet. Exactement. Ça, en France, c'est bien. Ben, figure-toi que si quand même. Alors pas de manière aussi longue, c'est-à-dire que nous on est à Rouen, on avait eu des clients à Paris, on a des clients à Aix. Et à Aix, ils nous ont demandé d'y aller. Donc on est resté 2-3 jours au hôtel, juste pour démarrer le projet. Alors on appelle ça un mini sprint. Mais 2-3 jours, ouais, effectivement, pour être à côté de lui, et pour... ça arrive. Ouais. En général, c'est quoi? C'est une durée genre d'une semaine? Bah, aux États-Unis, c'est 1 mois, 2 mois. Ah ouais. Ouais. Ici, c'est quelques jours en France. C'est le temps de 2-3 jours.